nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Amira Hussein. Vous êtes analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons deux sujets qu'on va discuter ou bien aborder. On commence avec la situation dans la bande de Gaza. Alors en tant qu'analyste, est-ce que vous trouvez qu'il y aura une issue pour aboutir à une paix dans la région? Avec la position israélienne, non, personne ne peut le croire, c'est très loin, surtout avec un gouvernement ayant à la tête M. Netanyahou qui est déjà intransigeant et qui a déjà dans sa tête des scénarios qui ne sont pas du tout réaliste, que ce soit de point de vue même au niveau de sa patrie, au niveau d'Israël, beaucoup contredisent et s'opposent à ces plans. Ils trouvent que c'est inacceptable et cette intransigeance n'aboutira qu'à un bain de sang inévitable et à un génocide en effet. Même beaucoup de pays européens ont changé leur position. Ce qui s'exprime, la preuve en est la position de l'Assemblée générale de l'ONU récemment, qui a déclaré la nécessité d'avoir un État palestinien. La solution de deux États. C'est la solution de deux États. Qui a été votée par des dizaines de pays. Oui. Peut-être presque une centaine de pays que je crois que ça 93 pays votent. Je ne me rappelle plus exactement le chiffre, mais c'est à peu près 120 qui ont voté pour et une vingtaine qui ont voté, soit se sont abstenus, soit qu'ils ont voté contre. Alors sa position, avec une telle conjoncture, on ne peut pas trouver un exutoire à cette impasse. Surtout qu'il a récemment, j'ai suivi que avec la dernière réunion du cabinet, il souhaite déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza, je sais, par la voie terrestre, aérienne, je sais quoi, on ne sait pas où même. Il est à même allé dire de permettre ou de demander à l'Égypte d'ouvrir ses frontières pour repasser même le transit, ce qui est inacceptable, non. La position de l'Égypte? Non, justement, l'Égypte n'a pas, toujours l'Égypte, ou depuis la déclaration de l'État d'Israël depuis 1948, l'Égypte a une position bien claire et évidente et a toujours lutté pour la cause palestinienne. On refuse à tout prix la liquidation de la cause palestinienne et le déplacement du peuple, que ce soit temporairement ou provisoirement ou éternellement, ce qui est certes certain avec Israël qui ne tient jamais ses promesses. On ne trouve pas alors on ne peut pas permettre une telle liquidation, surtout que l'Égypte l'Égypte est le cœur battant du monde arabe. De point de vue stratégique, que ce soit de point de vue moral même. Alors, si vous constatez, avec les plans stratégiques de l'émiettement des pays arabes qui se sont succédés depuis 2011, le point final sera le point où la dernière but, si vous voulez, ça sera l'Égypte. Ce qui est le démantèlement de l'Égypte. Alors nous devons tenir bon pour le bien des Palestiniens. Nous ne devons pas ni accepter les pressions, ce qui a été évident avec la position du président Sisi, surtout avec l'investiture de Trump. Il ne s'est pas rendu aux États-Unis dans une déclaration franche de sa position à l'égard de la cause palestinienne, qu'on ne va pas céder à n'importe quelle pression, même avec les menaces que l'Égypte a, que ce soit menaces, que ce soit autre intérêt qu'on failerait à l'Égypte, justement, que ce soit l'abaissement des dettes ou l'annulation des dettes ou l'annulation des aides. Alors l'Égypte tient bon dans un contexte géopolitique
très très difficile. Surtout quand témoigne que les autres pays arabes sont enclins à céder et à trouver des compromis pour leur propre bien ou pour chercher une position un petit peu influente, mais l'influence ne s'acquiert pas du jour au lendemain, ne s'acquiert pas avec les fonds, l'argent. L'Égypte n'a pas les fonds et l'argent du Golfe, mais a une position claire et nette. Maintenant, nous avons témoigné qu'il y a la médiation, que ce soit de l'Arabie Saoudite, que ce soit du Qatar, a donné à quoi? N'a pas abouti. N'a pas abouti. Non, non, mais par contre, il y a Israël qui a bombardé des habitations dans la capitale de Doha. Oui, je sais. Et c'est la raison pour laquelle il y a un sommet arabo-islamique demain à Doha. Mais c'est ce qui me fait interroger, ou ce qui me fait poser une question très intéressante. Le principe de la souveraineté qu'on scande au fur et à mesure partout dans les instances internationales. Où est le respect de la souveraineté? N'est-ce pas? Toujours la souveraineté est l'étendard derrière lequel on se cache pour le respect des engagements et le respect des engagements de telle convention. C'est ce qu'a déclaré notre ministre des Affaires étrangères quand il a dit l'agression israélienne contre le Qatar est une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. C'est ça. Mais où est maintenant le Conseil de sécurité? Le principe de l'impunité. Maintenant, nous sommes devant... nous avons excédé... Il y a le droit de veto, hein. N'oubliez pas. Ce qui doit être... Ça nous mène à la position des États-Unis. Oui. Les États-Unis, avec les propos de Trump, le désir de Trump d'avoir le prix Nobel pour la paix. Et quand il a été investi, il a déclaré qu'il veut instaurer la paix partout, soit entre la Russie et l'Ukraine, soit au Soudan, soit à Gaza, etc. Est-ce que les États-Unis, ma question, c'est est-ce que les États-Unis sont capables de mettre fin à cette guerre et instaurer la paix entre Israéliens et Palestiniens? Non. Justement, ce sont... Votre commentaire? Non, ils ne peuvent. Les États-Unis les États-Unis sont très loin d'aboutir à cette solution. Non, ils sont capables ou bien ils ne veulent pas, mais c'est ça ma question. Non, ils ne veulent pas. Du point de vue capacité, certes, ils sont capables. Certes, ils sont capables. Justement, est-ce qu'on peut faire pression sur les États-Unis? C'est-à-dire, si on parle du sommet de demain, est-ce qu'on pourra prendre des décisions pour faire quand même pression sur l'Occident, bien sûr les États-Unis, pour qu'on cède? La pression sur les États-Unis... Tu ne trouves pas? Vous trouvez pas? Non, dans ce contexte, non. On ne peut pas leur imposer n'importe... Et ce qui est bien affiché dans leur position, même avec la récente déclaration de Trump quant au meurtre qui est commis contre le monsieur de l'extrême droite qui a... Kirk ou quelque chose comme ça. Oui, justement, leur position est bien claire. Mais faire position ou pression sur, ou prendre une position ferme à l'égard des États-Unis, non, elle n'est pas envisageable pour des raisons. C'est que les États-Unis ont bien appris de la leçon de 1973. Et ils ont installé déjà... C'est ce que je voulais dire, c'est qu'en 1973, on a pu... Parce que nous leur avons surpris. Ils ne s'attendaient pas à une telle position. Ils ne s'attendaient pas à une telle position. Parce qu'en 1973, la conjoncture était tout à fait différente. Maintenant, c'était le pétrole. Voilà, il y avait l'arme du pétrole. C'est ça. Maintenant, ils ont contrecarré ça avec les bases militaires qui se trouvent partout dans le Golfe. Et on dit que Trump n'a pas caché ça à plusieurs reprises. Il a dit qu'il cherche l'argent du Golfe et ces bases sont là pour protéger
les pays du Golfe. Et pourtant, le Qatar n'a pas été protégé. Oui, ben, c'est justement ça, l'aval des États-Unis. Les Israéliens n'auraient jamais pu franchir un tel stade dans l'intransigeance et l'arrogance Vous voulez israélienne. dire que tous les jeux, les cartes de jeu sont dans les mains des États-Unis? Oui, parce que oui. Oui et non. Oui, 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 mais si vous voyez, il y a le lobbying. Parce que nous savons, le lobbying juif est très fort aux États-Unis parce que c'est les juifs qui contrôlent les médias à la fois et le financement des campagnes électorales américaines. Ils sont partout. Et avec les tels moyens, alors, ils ont les manettes du jeu. Ils contrôlent les politiciens aux États-Unis. Alors si vous voulez, ce sont les États-Unis, mais indirectement, c'est parce qu'on ne peut pas justifier pour quelle belle raison les États-Unis protègent Israël avec un tel acharnement, si j'ose dire, vous voyez. Mais c'est le cas, mais pour contrecarrer une position commune, c'est la seule, mais une position commune, ferme et sincère. Et applicable. Applicable sur le terrain, c'est-à-dire on ne peut pas demander la lune. À condition qu'on soit sincère. C'est qu'on ne peut pas négliger l'importance du rôle égyptien. Le président Sisi en 2015, si je ne me trompe pas, a proposé la formation d'une armée arabe pour protéger tous les pays arabes. Oui. Où est cette proposition? À mon avis, il y a des pays arabes qui n'ont pas accepté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le temps? Le temps est toujours favorable à une telle initiative. À moins qu'il n'y ait une volonté des pays, on doit mettre de côté l'ego, le vouloir d'apparaître, de se prouver. Les différents, en général. Vous voyez, il n'y a pas les différents. Vous voyez, il n'y a pas les différents. C'est que le fait, c'est que les différents dirigeants souhaitent intervenir. C'est pas pour résoudre, mais pour faire un showing off. Non, non. Chacun pense à ses intérêts. C'est normal et c'est légal, je veux dire. Oui. C'est légitime de penser à nos intérêts. Notre président, par exemple, pense à l'intérêt des Égyptiens et de l'Égypte. Et c'est normal pour tous les dirigeants. Parce que nous avons tiré bien des leçons du passé, vous voyez. Nous avons bien tiré des leçons du passé. Mais ces leçons tirées ne vont pas nier le rôle ferme des Égyptiens qui ne laissent cacher aucun terrain d'entente ou comment un marché à conclure dans les coulisses. On ne peut pas faire ça. De toute façon, il faut attendre jusqu'à demain pour voir les recommandations ou bien les résultats de ces rencontres. Je reste avec cette nouvelle. On parle que l'armée de l'occupation israélienne a affirmé que plus de 250 000 habitants avaient quitté ces dernières semaines la ville de Gaza vers d'autres secteurs du territoire palestinien. Est-ce que c'est un moyen de vider quand même Gaza? Oui, mais on va aller où enfin? Les Gazaouis vont chercher refuge où? Récemment, il y a 2 semaines, ils ont bombardé un hôpital. Les Israéliens ont bombardé un hôpital et ils sont attendus jusqu'à ce que la presse afflue vers l'endroit. Ils l'ont bombardé une seconde fois. Alors, 250 000 ont quitté leur foyer vers un autre endroit du secteur. Et puis, il a déclaré, Netanyahou, il y a quelques jours, qu'il va écraser, faire une invasion complète. C'est comme s'il va éradiquer, il va mettre, comment dirais-je, il va mettre à terre, il va pilonner, si vous voulez, la bande entière. Ça veut dire qu'il s'agit d'une purification raciale et un génocide sans prendre compte maintenant. Il dit qu'il faut désarmer Hamas.
Alors on n'entend plus Hamas, on n'entend plus qu'il y a des... à part la prise d'otages, vous voyez, mais on n'intervient pas, le Hamas ne riposte pas justement, le Hamas reste sur ses gardes, ouvrant les négociations. De temps en temps quand même, il faut dire. Pardon? De temps en temps. De temps en temps, vous voyez, récemment, alors l'attaque du Qatar, qui a été faite au Qatar, n'a pas de justification à moins que Israël cherche à tout prix d'entraver les efforts d'aboutissement oui. Surtout que c'était une réunion pour discuter la proposition américaine pour mettre fin à la guerre. Oui. Alors franchement... Oui, vous voyez, alors je vais suivre la piste des Palestiniens, je vais les... Mais entre-temps, alors c'est une guerre sans répit, avec tous les moyens, vous voyez, que ce soit sur le terrain. Vous voyez, quel est l'intérêt de Netanyahou à forcer de 150 000 personnes à davantage de misère? 250 000 durant les dernières semaines. Oui. Pas depuis le 7 octobre, oui, il y a certes, 2 ans. J'entends bien parce qu'il s'agit de 2 millions ou plus d'habitants de la bande de Gaza. C'est énorme, vous voyez, c'est énorme de contraindre. Les efforts déployés par l'Égypte pour faire entrer les aides humanitaires, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y avait le 36e convoi d'aide humanitaire depuis juillet. Oui. Alors, comment trouver cette démarche égyptienne? Elle est toujours, cette démarche égyptienne est toujours calculée et louable. Pourquoi? Parce qu'on essaye même si l'aide humanitaire qui sera introduite, infime par rapport à la misère entendue et la famine, parce que l'ONU a déclaré l'état de la famine déjà à la bande de Gaza, alors arrivé à un tel stade avec des enfants qui meurent de faim. Alors certes l'aide humanitaire va aider, mais en partie, et on doute fort que les Israéliens vont laisser passer l'aide humanitaire sans que personne... Parce que parfois on prend l'aide humanitaire comme un appât pour tuer les enfants qui cherchent à avoir de l'eau. On voit sur les caméras, on voit par les moyens des caméras que une enfant a demandé de la farine et du coup elle a été... On lui a tiré... On l'a tiré dessus. Oui, on l'a tiré dessus. Alors est-ce que cette belle fille ou cette petite fille là, a une arme sur elle? On prend l'aide humanitaire comme un moyen pour tirer les Palestiniens. C'est comme un leurre ou un appât pour tuer les Palestiniens en plus de plus. Oui. Mais cette initiative est bien louable. C'est la moindre des choses à faire. L'Égypte joue un rôle très important vis-à-vis de stopper la liquidation de la cause palestinienne et en même temps pour faire introduire les aides humanitaires politiquement. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées par l'Égypte pour résoudre le problème. L'intransigeance israélienne a arrêté ces initiatives. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Comment politiquement l'Égypte peut jouer peut-être un rôle plus efficace? C'est en exerçant trouver un moyen de pression, un levier sur Israël. Le levier dit peut-être parce que Israël n'entend pas la raison. La voix de la raison, non. Israël n'entend. Ce qui se passe depuis 2 ans, c'est pas la raison. Non, non, ouais. Du tout. Alors le seul moyen, c'est de trouver une pression parce que c'est la loi de la force qui doit être imposée et qui doit faire la règle. Le peuple israélien, il y a des manifestations continues jusqu'à maintenant contre le Premier ministre, le gouvernement israélien et contre la guerre. Est-ce que le peuple israélien est capable de faire pression sur son gouvernement pour arrêter la guerre? Parce que j'imagine quand même un Israélien, il n'est pas bien dans sa peau, c'est-à-dire il ne vit pas bien, parce qu'il ne vit pas en paix, il ne vit pas en sécurité. Tous les jours, il y a les sirènes, tous les jours, il y a de la guerre. Il y a la guerre. Alors, est-ce que le peuple peut vraiment révolter pour dire au gouvernement arrêtez?
Certes, le gouvernement, parce que Israël se vante pour être la seule démocratie dans la région, justement dans leur presse, dans la presse israélienne, on dit que alors le peuple peut faire pression sur son gouvernement, d'une part, et les familles des otages. Des otages surtout. Justement, ils ne savent pas pourquoi, parce que surtout que le Hamas a posté des photos de leurs otages qui sont vivants et qui souffrent également de la famine. Alors, vous voyez, le Premier ministre s'en fout. Oui, il s'en fout justement de trouver un citoyen presque, justement, qui est déjà, comment pourrais-je dire, qui est dans un état très déplorable. Mais tout ça, c'est tout à fait contre les dogmes et les croyances israéliennes. Parce que pour eux, même un cadavre, ça vaut et compte. Oui. Alors comment ça se fait qu'on le laisse faire ça? Parce que je vois que si vous... l'actualité israélienne dit que Netanyahou est entre deux positions. Vous voyez, le peuple qui réclame que les otages soient libérés, et de l'autre part, les membres même de son cabinet, surtout le chef de la sécurité nationale, qui dit que il y a un relâchement de la part de Netanyahou, et de point de vue politique, Netanyahou craint qu'on lui prenne son poste, et surtout pour les extrémistes ou l'extrême droite dans son gouvernement qui souhaite... On fera appel devant la cour qu'on le remplace ou lui trouve une alternative aux favoris, parce que c'est l'extrême droite qui contrôle le lobby et qui a la main haute dans le gouvernement. Alors il s'en fout de l'intérêt de son propre peuple. Il n'entend rien à la raison, et justement il ne souhaite que protéger son siège au sein du gouvernement. Sous le prétexte voilà, c'est faire la guerre contre le terrorisme selon ces termes. Oui. Je passe à notre deuxième sujet. L'ingénieur Karim Badawi, ministre du Pétrole et des Ressources minérales, a participé à une table ronde de haut niveau lors de la conférence Gastech à Milan, en Italie. Cette table ronde avait pour thème renforcer les politiques énergétiques pour atteindre les objectifs de sécurité énergétique et de durabilité. Elle était présidée par Dr Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Les discussions ont porté sur le rôle crucial des politiques énergétiques dans l'avenir des systèmes énergétiques mondiaux, notamment dans le contexte de la demande croissante, des répercussions du changement climatique et des tensions géopolitiques. Dans le cadre de la participation active de l'Égypte au congrès Gastech qui s'est tenu à Milan en Italie, l'ingénieur Karim Badawi, ministre du Pétrole et des Ressources minières, a présidé une table ronde intitulée « Maximiser les ressources gazières naturelles de l'Égypte en tant que valeur ajoutée ». La table ronde a réuni M. Georges Papanastasiou, ministre de l'Énergie de Chypre, M. Osama Mobarez, secrétaire général du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, ainsi que les dirigeants des plus grandes entreprises mondiales. Le ministre a souligné que le gouvernement égyptien accorde une grande importance à la création d'un environnement stable et attractif pour les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz, à travers un ensemble de mesures intégrées incluant des incitations à l'investissement et la régularisation des droits des partenaires étrangers, ce qui renforce la confiance. Ces efforts ont abouti à la signature de nouveaux accords d'exploration, à l'augmentation de la production et au renforcement de la coopération avec les grandes compagnies énergétiques mondiales, notamment en Méditerranée et dans le delta du Nil. Le ministre a ajouté que la stratégie du ministère vise à renforcer le rôle de l'Égypte en tant que centre régional de l'énergie, en tirant parti de la position stratégique du pays et de son infrastructure. Il a expliqué que l'Égypte est prête à accueillir le gaz de la Méditerranée orientale et à le réexporter vers les marchés mondiaux via les complexes d'Etco et de Damiette pour le gaz naturel liquéfié, ce qui renforce la coopération régionale pour maximiser l'exploitation des ressources gazières et garantir la sécurité énergétique.
Le ministre a également souligné que le ministère accorde la plus haute priorité à la satisfaction des besoins du marché local en gaz, en assurant l'approvisionnement des différentes industries et activités, notamment l'industrie pétrochimique considérée comme un moteur de la croissance industrielle, ainsi que l'augmentation de la production et de la valeur ajoutée à l'économie égyptienne. Madame Amira Hussein, je rappelle que vous êtes analyste politique. Alors là, c'est la table ronde du congrès Gastec, ou bien qui a été présidée par notre ministre du pétrole. Alors, déjà, quelle est l'importance de cette réunion, de cette conférence de Gastec tenue à Milan? Oui, cette conférence-là se tient annuellement. Elle est considérée comme l'une des plus grandes conférences dans le domaine. La preuve en est, 50 000 participants y ont pris part de 120 pays. 50 000, oui. De 120 pays de par le monde. Il y a 1000 interlocuteurs qui sont intervenus ayant pour intérêt la discussion du gaz naturel, le gaz naturel liquéfié, l'hydrogène vert, l'ammoniac vert. Alors, ce sont les sources d'énergie. Sans l'énergie, on ne peut pas vivre. C'est le cœur battant du monde entier. On va reculer dans le temps, je ne sais pas combien de milliers d'années. Hein. C'est des centaines d'années. Paléolithique, peut-être, Oui. on va arriver à la... Oui, alors, on peut pas, les hôpitaux, sans énergie, on ne peut pas vivre. Voyez, alors, mais le problème est que on doit trouver une solution à faible émission de carbone, c'est un, pour garantir la durabilité. Quand vous avez introduit, c'est que la durabilité maintenant est une condition sine qua non, surtout qu'on cherche à préserver l'intérêt des générations futures, le concept qui fait une décennie, qui est fortement débattu partout dans le monde, parce qu'on ne va pas vivre seul. Justement, il y a d'autres générations qui vont arriver, ils ont leurs propres droits. Quant à la prospection, quant au profit à tirer de telles richesses. Et nous avons dans ce contexte également l'intelligence artificielle qui a été débattue dans ce contexte, surtout qu'on doit utiliser l'intelligence artificielle pour puiser des données. Maintenant, la prospection dans ce domaine est d'un grand intérêt. On cherche à la faire d'une manière responsable, à faible risque, avec des techniques et des technologies telles le balayage sismique qui a été avec la technologie OBN, qui a été discutée dans cette conférence. Alors, c'est d'où l'importance de cette conférence. Vous voyez, il y a beaucoup de domaines qui s'intègrent pour assurer la durabilité et le profit, ou si vous voulez, l'épuisement responsable de ces ressources. Vous voyez, et nous avons la chance d'avoir le ministre qui a travaillé dans la compagnie SLG, qui est responsable de la découverte de beaucoup de champs pétroliers et gazifères ici en Égypte. Vous voyez, alors, il a eu l'importance également de cette conférence que cette conférence a donné l'opportunité au ministre de faire le réseautage, surtout avec les grandes sociétés, que ce soit multinationales ou étrangères, qui cherchent à avoir un intérêt surtout dans la Méditerranée. La Méditerranée également est considérée de par le monde comme la plus grande réserve de gaz naturel au monde entier, surtout vers l'est de la Méditerranée.
Et l'Égypte a fait beaucoup d'efforts pour que ce soit de point de vue démarcation de ses frontières maritimes, depuis 2015 à la découverte du champ oui, Zohr, oui, que ce soit avec la Libye, que ce soit avec la Grèce, l'Italie, Chypre. Oui. Alors l'Égypte est devenue d'un État consommateur à un État producteur et exportateur, surtout à la lumière de la crise entre l'Ukraine et la Russie qui a dépourvu l'Europe de l'alimentation russe en gaz naturel. Et comme nous sommes toujours l'Europe considère la coopération sud-méditerranéenne l'une des plus valeureuses et précieuses. Oui, oui. Alors c'est d'où l'importance de la présidence égyptienne de cette conférence. Là, quand on parle de la sécurité énergétique et de durabilité, où on est? Je parle de l'Égypte. Oui, l'Égypte a passé par différents stades de point de vue critique. Ça commence, oui, la première découverte des gaz ou du pétrole, que ce soit du gaz ou du pétrole en Égypte, a commencé dans à la fin des années 60, en Égypte, surtout au delta, puis au désert occidental. Oui, non, occidental plutôt. Occidental et vers la mer Rouge. Oui, oui. Et puis, nous avons, dans le désert et vers Alexandrie et vers le port de Port Saïd, vers le champ de Zohr, beaucoup d'intérêt, surtout que ceci a transformé l'Égypte d'un État consommateur un État exportateur. Certes, ça passait par différents stades et défis en termes de production, épuisement du gaz dans ces différents champs, surtout que de 2011 à 2014, l'Égypte a connu un déficit après qu'elle a connu un excédent permettant la production et l'exportation vers ces années avec le sabotage et les troubles politiques qui sont arrivés au niveau de l'Égypte, qu'il y a eu des sabotages de l'infrastructure gazifère en Égypte, ce qui a réduit la production égyptienne à la lumière, tout en prenant en compte un fait important, c'est que la croissance démographique qui est en Égypte qui ne cesse avec une demande croissante en termes de gaz, parce que si vous allez dépendre d'une telle source énergétique à un moment donné en faisant l'infrastructure, vous allez annuler d'autres. Surtout que le gaz ou la production de l'énergie, l'électricité en Égypte dépend du gaz naturel d'un pourcentage de 51,6%. La production de l'énergie en Égypte dépend du gaz naturel à 51,6%, d'où les crises que nous avons témoignées, mais que le gouvernement a pu en quelque sorte surmonter en augmentant la puissance et la production, en introduisant d'autres sources alternatives et en augmentant également le potentiel de certaines centrales énergétiques. Mais la question de l'énergie en Égypte est prise au sérieux, vraiment très prise au sérieux, et la preuve en est que l'Égypte a instauré la plateforme EIG, c'est pour augmenter les investissements en facilitant la numérisation des données pour permettre aux investisseurs de savoir quel est le paysage d'investissement en toute transparence, tout en suivant les normes internationales. Et cette plateforme a été inaugurée avec l'apport de la société SLG. En plus, l'Égypte également a fait une plateforme en 2019, EastMed Gas. Cette plateforme unit les pays intéressés de la région, à savoir la Palestine, la Jordanie, la France, Chypre, la Grèce, avec deux États comme observateurs, les États-Unis, certes, qui doivent protéger leurs intérêts dans la région, et l'Union européenne. Vous voyez, alors, l'Égypte prend la question énergétique au sérieux, parce que c'est la nerf du pays. Et je crois que nous allons sortir, nous sommes sur la bonne voie
de régler la crise énergétique. On ne va pas témoigner de coupure des... J'ai une dernière question. En 1 minute et demie. Alors, c'est concernant les énergies renouvelables en Égypte. Oui. Là, l'Égypte compte, si je ne me trompe pas, avoir une production de presque 32% d'ici 2030 Oui. d'énergie renouvelable. Oui. Quel est le plan de l'Égypte? De quoi il s'agit? Oui. Dans quel domaine? Oui, l'Égypte a lancé l'année dernière, en 2024, la stratégie nationale pour la production de l'hydrogène vert. Oui. L'hydrogène vert est très prometteur, surtout qu'il y a 133 projets dans le monde arabe entier, que ce soit en termes de production, de transport ou de production d'hydrogène vert. L'Égypte, elle seule, a une part de 33 projets. Alors, elle est à la tête avec un potentiel de production qui peut arriver vers 2040 à 9,6 tonnes de mètres cubes, tonnes, je m'excuse, 2,6 tonnes par an. D'hydrogène vert. Alors l'Égypte est sur la bonne voie dans ce cadre. Je vous remercie beaucoup, Madame Amira Hassen. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous avez parlé de 2 sujets très importants, tels de celui de Gaza et celui de l'énergie renouvelable, et bien sûr le congrès Gastec. Là, c'est la fin de notre émission pour ce soir. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Mais avant de vous quitter, je vais vous laisser avec les activités présidentielles durant une semaine. Au revoir.